L'écologie, c'est un truc de gens chiants qui se lavent pas les cheveux. Et c'est un peu le cliché que j'ai envie de casser. Pour moi, l'écologie, c'est un moteur d'épanouissement et de bien-être personnel. Et puis, est-ce que j'ai l'air d'une personne qui se lave pas les cheveux? Je ne crois pas. Et pourtant, je me considère écolo. Je dirais que le premier geste qui m'a mis en chemin, c'est tout simplement faire le tri. Faire le tri chez moi, voir ce que j'avais de trop. C'est simple et basique, mais en vrai, ça permet une première prise de conscience qui finalement après m'a mené assez naturellement à me poser des questions sur toutes les phases de mon quotidien, l'alimentation, la mode, les cosmétiques, tout ça, et m'amener dans la transition. Donc faire le tri, c'était mon premier geste, ouais. Moi, je rentre souvent à Nice parce que je suis niçoise et je suis en cruel manque de soleil. Avant, je prenais l'avion parce que je me posais pas la question, je savais même pas que c'était pas bien de prendre l'avion. Déjà, je sais que c'est un impact énorme, c'est pas un petit en termes d'ordre de grandeur dans nos impacts climatiques. Ça a vraiment de l'importance quand on sait que prendre l'avion à Paris-Nice, c'est 300 kg de CO2 et prendre le train, c'est 3. Déjà, on se dit, ah, c'est cool, j'ai quand même un bon impact. J'ai pas besoin de passer le filtre de police, de prendre le RER. J'arrive direct dans le train, j'arrive plus simplement chez moi. Pour moi, c'est un moyen vraiment de savourer le voyage plus que la destination. Comment je fais passer le message de façon douce et efficace? Je dirais que je partage, j'inspire, mais je n'impose pas. C'est le plus important, c'est en fait montrer ce que je fais et montrer à quel point c'est cool et ça donne envie et c'est stylé pour influencer les autres. Par exemple, quand je suis allée en Sicile en train avec ma meilleure amie et que j'ai commencé à raconter partout sur LinkedIn, dans mes stories Instagram, ce genre de choses, à quel point c'était cool en fait de prendre le train entre Taormine et Catane et ce genre de choses. Ça a donné envie aux gens, alors que si j'avais dit aux gens, oh là là, tu prends l'avion, c'est pas bien, arrête de faire ça, je pense pas que ça aurait eu le même impact. Parce que je suis convaincue du pouvoir d'influence et de l'inspiration entre pairs. C'est d'ailleurs ce que j'avais remarqué quand j'étais allée à la rencontre de personnes. Tout le monde a entamé une transition parce qu'il s'est inspiré de quelqu'un autour de lui. Je m'inspire beaucoup du point de bascule de Malcolm Gladwell, qui dit qu'en gros, dès qu'il y a 10% de la population qui adopte un certain comportement, alors par effet d'entraînement, le reste de la population va suivre de manière naturelle et adopter ce comportement. C'est l'exemple des pistes cyclables. À partir du moment où il y a eu 10% des personnes qui se sont mis à faire du vélo, ça a influencé à la fois les pouvoirs publics parce qu'ils se sont dit oh là là, il y a tous ces gens qui font du vélo, faut qu'on fasse des pistes cyclables. Puis en même temps, les marques et les entreprises se sont dit opportunité de marché. Et puis aussi les autres individus qui voyaient les gens faire du vélo, et comme nous sommes des êtres sociaux, on voit des gens faire du vélo, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On va faire du vélo pour pouvoir en parler parce que voilà, c'est stylé. Ce qui m'a amené à créer The Good Habits, c'était le petit déclic de l'année du Covid, où en fait j'ai eu un besoin de revenir à plus de simplicité, plus d'essentiel, me sentir mieux dans mon quotidien, dans mes choix, dans mon corps et dans mon esprit. J'ai commencé à simplifier mon quotidien en m'intéressant à des démarches comme le minimalisme, la sobriété, ce genre de choses. Et de manière assez naturelle, j'ai relié tout ça à l'écologie, c'est-à-dire que j'ai essayé de chercher des habitudes à adopter, comment revenir à plus de simplicité dans mon quotidien. Et c'est vrai que tous les courants que je retrouvais, c'était vraiment le minimalisme, Marie Kondo, je pense que tout le monde connaît, on jette tout chez soi et on retrouve l'essentiel. Sauf qu'en fait, je trouvais pas le lien avec justement l'environnement. Et inversement, dans toutes les démarches très écolo, très éco-responsables, on agissait pour la planète, mais je retrouvais pas le lien avec moi, qu'est-ce qui fait que je vais me sentir mieux et comment je trouve du plaisir en fait dans cette démarche-là. Et en fait, c'est face à ce constat où il y avait un courant qui était purement bien-être, mais l'écologie on s'en fiche, et d'un autre côté un courant, l'écologie c'est super, mais toi on s'en fiche. Je me suis dit, il y a un truc qu'il faut faire pour faire le pont en fait entre nous-mêmes, notre confort, notre plaisir, et en même temps préserver l'environnement autour de soi. Et c'est comme ça que j'ai créé The Good Habits, avec ce constat de changer nos habitudes. C'est un révélateur de mieux-être et c'est pas forcément une contrainte qu'on fait juste pour l'environnement. Moi, mon but, c'est pas de convaincre les convaincus. Je trouve qu'on arrive à convaincre, mais uniquement les convaincus, et on arrive de plus en plus dans une société polarisée où on a d'un côté les gens qui sont ultra convaincus et qui arrivent à embarquer les gens qui sont aussi convaincus, mais par contre les gens qui s'en fichent complètement ou qui ont d'autres priorités comme faut que j'arrive à faire nourrir mes enfants à la fin du mois, j'ai du travail jusque j'en peux plus, je suis en burn-out, etc. L'écologie, ça passe vraiment en second plan. Et comment je fais finalement pour convaincre ces personnes-là et les emmener dans la démarche avec fluidité et dans une expérience agréable. Comment on accompagne les entreprises? C'est qu'on allie à la fois expertise et engagement. C'est qu'on crée des expériences sur mesure, mais qui vont embarquer de A à Z. Ça peut aller du bilan carbone, feuille de route climat, où vraiment là on est purement
vraiment dans la rigueur scientifique de comment mes activités en fait elles ont un impact sur le climat, et de bout en bout comment, une fois que en fait j'ai mon bilan carbone et que je sais en fait là où ça va pas et qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, comment j'embarque mes équipes, comment je donne envie de réduire mes émissions. Et donc ça se passe à travers des interventions. Donc je fais beaucoup de conférences inspirantes autour de l'écologie désirable. Ça se passe à travers des ateliers de sensibilisation, les ateliers d'automne, la fresque du climat, les ateliers de l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, l'idée c'est d'être à la fois dans l'expertise et l'engagement, et tout ça grâce au design, toujours. Et par rapport au design, c'est s'intéresser à la personne et se demander quels sont ses moteurs de motivation, pourquoi elle va avoir envie de changer, quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes. Et c'est ça pour moi, c'est ne pas adapter finalement l'humain à l'écologie, mais adapter l'écologie à l'humain. C'est ça qui manque, je trouve, aujourd'hui dans l'approche écologique, c'est qu'on est vraiment uniquement sur des chiffres ou de la rigueur scientifique, au détriment en fait des personnes qui vont engager cette transition-là. Donc c'est totalement incohérent, je trouve. Pour ça, il faut leur parler d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est quand je me suis lancée dans The Good Habits, j'ai fait une énorme étude terrain, c'est-à-dire je suis allée rencontrer des gens qui avaient entrepris justement leur démarche écologique, et je leur ai demandé qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé à changer. Et en fait, il y avait quelques personnes où c'était vraiment un déclic très écolo, mais alors 80% des gens restants, c'était vraiment j'ai changé parce que j'avais un problème de peau, et donc de manière naturelle, j'ai dû changer ma routine cosmétique, et du coup, j'ai changé après sur le reste de mon quotidien parce que je me suis intéressée à l'écologie, ou alors j'ai changé parce que ma copine était végétarienne, du coup, je voulais partager des repas avec elle, je voulais pas qu'on se fasse des repas différents, et donc par convivialité, je me suis mis à découvrir ces repas végétariens, ou bien c'est parce que moi, voilà, c'est vrai qu'avec l'inflation, je gagne moins d'argent. J'ai mis plein d'habitudes sur mon isolement thermique, mon chauffage, etc. Mais c'était plus avant tout, j'avoue, pour la facture que pour la planète. Et en fait, c'est que des témoignages comme ça où je me suis rendu compte que les moteurs de motivation étaient purement finalement intrinsèque et assez, je dirais égoïste, mais pas dans un sens négatif du terme, plutôt individuel, et qui a fait qu'ils ont changé. Et pour moi, rendre l'écologie humaine, c'est-à-dire aller m'intéresser, en fait, gratter chez les gens, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de changer, et peut-être au lieu de mettre en avant le CO2, dont finalement la plupart des gens s'en fichent en fait, de se dire voilà, je vais changer mes habitudes parce que ça me fait économiser tant de CO2, surtout qu'il y a plein de gens qui savent même pas, ils ont même pas les équivalences, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire du CO2, enfin c'est vraiment parler aux convaincus. Donc c'est plutôt mettre en avant des bénéfices qui vont être plutôt, en fait si tu fais ça, tu vas te sentir mieux dans ta tête, si tu fais ça, tu vas réduire de tant de pourcents tes maladies cardiovasculaires, si tu fais ça, tu te sentiras moins stressé, ou tu vas réduire de tant de pourcents ta facture d'électricité. Et donc c'est ça vraiment que j'essaie de mettre en avant, c'est de m'intéresser à la personne plutôt qu'à juste à la planète. J'avais fait justement un TEDx là-dessus, c'était en toute simplicité, en toute modestie, le design a le pouvoir de rendre l'humanité éco-responsable. Bon, alors j'irai peut-être pas jusque-là, mais en vrai, je pense que le design a vraiment 3 pouvoirs importants pour engager les gens dans la transition écologique. Le premier pouvoir, c'est qu'il a le pouvoir d'utiliser les émotions pour engager les gens. Quand on sait aujourd'hui que plus de 90% de toutes les décisions qu'on prend en tant qu'être humain sont basées sur une émotion, donc je dirais que l'émotion, c'est comment on va travailler sur les bonnes émotions pour engager, ça c'est le premier pouvoir du design. Le deuxième pouvoir du design, c'est de changer les comportements naturellement. Comment on va concevoir des produits, des services, ou comment on va concevoir juste l'expérience de la transition écologique pour guider naturellement les êtres humains dans leur transition, donc leur donner envie de changer naturellement en travaillant sur les sciences comportementales, les biais cognitifs. Donc c'est orienter des comportements, c'est le deuxième pouvoir du design. Le troisième pouvoir du design, c'est adapter la démarche aux individus. Donc vraiment repartir de l'humain, de ses peurs, de ses besoins, de ses envies. Comment chacun peut s'approprier la transition pour en faire sa propre expérience plutôt qu'une expérience unique qui nous semble en fait vide de sens et totalement banale et lambda. Et ça c'est le troisième pouvoir du design. Alors j'interviens beaucoup dans les universités, les écoles justement des personnes qui sont pas du tout designers, ça va être des ingénieurs, ça va être des personnes en business, en RH, etc. Et j'essaie vraiment de leur montrer que le design c'est pas juste une matière, c'est une façon de penser, une manière d'observer le monde qui va avec de vraies méthodologies derrière. Et pour moi c'est hyper important d'avoir la pensée design parce que même quand on n'est pas designer, c'est hyper important même dans la vie de tous les jours de se mettre à la place de la personne qui va vivre les expériences, qui va utiliser un service ou un produit. Mais notamment dans le domaine de l'écologie. L'écologie, elle a tendance à nous considérer tous égaux en se disant on va tous vouloir agir de la même manière avec la même envie, les mêmes moyens. Mais le fait est que nous sommes tous différents, on a tous des peurs, on a tous des croyances, on a tous grandi de manière différente. Et en fait, le design, ça permet de se rendre compte que face au climat, on va tous être différents. Que ce soit dans notre profil. Pour ça, je m'appuie beaucoup sur la courbe émotionnelle du changement qui a été développée par un psychiatre suisse, Kubler-Ross. C'est la courbe émotionnelle qu'on vit dès qu'on vit un changement radical
radical dans notre quotidien, que ce soit un deuil, une rupture amoureuse, etc. On va toujours passer par les mêmes phases. L'écologie, c'est pareil qu'une rupture amoureuse ou qu'un deuil, parce que c'est un changement radical dans nos modes de vie. On nous demande de changer totalement du jour au lendemain. Et en fait, dans l'écologie, il faut s'adapter à l'état émotionnel de l'interlocuteur pour pouvoir adapter nos méthodes, la façon dont on va parler, les outils qu'on va donner à la personne et comment on va l'inspirer dans le changement. Pour moi, c'est ça le design et c'est ça que j'essaie d'inculquer dans les organisations dans lesquelles j'interviens. Ce que je donnerais comme conseil à une entreprise qui veut s'engager, je dirais c'est déjà ne pas chercher la perfection, c'est chercher la cohérence. Et je dirais que la première étape qu'il faut faire, c'est vraiment mesurer, c'est-à-dire faire son bilan carbone. Et si en fait on ne sait pas ce qui va pas bien et ce qui pêche, comment on peut savoir sur quoi on peut s'améliorer. Donc je dirais que ça sert à rien en fait de mettre en place des petites actions. Je vais faire du recyclage, je vais faire je vais mettre une corbeille de fruits et légumes bio, voilà, tout ce genre de petites mesures. Mais déjà dans un premier temps de mesurer et de voir en fait est-ce que c'est la mobilité là où j'émets le plus de gaz à effet de serre, est-ce que ça va être l'alimentation, est-ce que ça va être mes achats. Et en fait à partir de ça, c'est là qu'on sait en fait où est-ce qu'il va falloir mettre les efforts et ça évite de se disperser et de perdre son temps. Et The Good Habit, c'est pour les entreprises, mais à l'origine je l'avais créé pour les individus. The Good Habit, c'est aussi une plateforme d'inspiration et de partage d'habitudes éco-responsables. Et donc j'ai créé cette plateforme-là où on peut trouver plein d'astuces au quotidien, que ce soit dans l'alimentation, l'hygiène, la mobilité, au travail. Et il y a toute une communauté en fait de personnes qui partagent et qui s'inspirent. Donc c'est ça aussi The Good Habit, c'est pour ça aussi que je l'ai créé, c'est parce que je suis convaincue du pouvoir d'influence dans la transition écologique. Pour finir, si je devais résumer The Good Habit en 3 mots, je dirais plaisir, déculpabilisation et impact, qui sont pour moi valeurs fondamentale de ce projet. Et c'est d'ailleurs ce que je retrouve beaucoup dans Mouvance, parce que comme ce que j'essaie de faire avec The Good Habit, ça donne envie en fait grâce au jeu d'aller vers une mobilité plus douce. Et donc c'est ça qui est important pour moi, c'est de donner envie en travaillant un petit peu justement sur les paillettes et le design pour embarquer le plus grand nombre vers des comportements éco-responsables.